Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire, l'Algérie réclame à l'ONU l'exécution des mesures conservatoires de la CIJ et l'instauration d'un cessez-le-feu à Gaza. Sur le terrain, le verdict provisoire de la Cour internationale de justice n'a eu aucun impact pour l'instant. La barre des 27 000 morts vient d'être franchie. Le chef de la résistance Ismail Haniyeh est aujourd'hui en Égypte pour discuter d'une nouvelle trêve dans la bande de Gaza. Au volet coopération, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a reçu aujourd'hui à Alger son homologue italien. En réunion hebdomadaire du gouvernement, l'exécutif a examiné les préparatifs liés au mois de Ramadan et la stratégie nationale de production et de stockage du carburant. Et puis sport football, quart de finale de la CAN 2023 et l'entame des 32e de finale de la Coupe d'Algérie. On en parlera à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. À la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité s'est réuni hier. L'Algérie réclame l'exécution des mesures conservatoires décidées par la CIJ concernant la situation à Gaza. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, Amar Benjama, a souligné l'impératif également d'un cessez-le-feu immédiat, appelant le Conseil de sécurité à prendre immédiatement et sans délai toutes les mesures nécessaires pour faire entendre haut et fort la voix de la justice et garantir l'application des décisions de la CIJ. Je vous propose de l'écouter. La puissance occupante doit se conformer immédiatement aux mesures approuvées par la Cour. Il est également du devoir de la communauté internationale de garantir son engagement à respecter ces mesures. Le bain de sang et le génocide dont sont victimes les Palestiniens doivent cesser. Les mesures de précaution approuvées par la Cour internationale de justice doivent être mises en œuvre. Elles ne peuvent être appliquées que par un cessez-le-feu. Quiconque s'y oppose doit réexaminer sa conscience et son humanité. Faire appliquer les décisions de la Cour internationale de justice est l'une des dernières alternatives pour préserver le droit international. Amar Benjama. Quiconque croit en un ordre mondial fondé sur le droit international doit œuvrer à la mise en application des mesures de précaution approuvées par la Cour internationale de justice. Ce tribunal a statué qu'Israël, puissance occupante, devait immédiatement veiller à ce que ses forces ne commettent plus de crimes contre les Palestiniens. Il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir la fourniture des services de base et l'aide humanitaire dont les Palestiniens de la bande de Gaza ont besoin. Les décisions de la CIJ peuvent-elles aboutir au Conseil de sécurité? Éclairage du politologue palestinien Qusay Hamed. Il répond aux questions de Karima Hasnaoui. Je ne pense ni Israël répondra aux appels visant à mettre fin à la guerre contre la bande de Gaza, ni le Conseil de sécurité imposera des mesures punitives à Israël pour mettre en œuvre ces exigences. Et pour ça, nous devons toujours nous rappeler qu'Israël est un projet créé par une grande puissance et qu'elle recherche donc toujours à la protéger, comme il considère Israël au-dessus des lois. La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération a également appelé l'entité sioniste à appliquer l'arrêt de la CIJ qui avait ordonné à l'occupant, je vous le rappelle, de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher des actes de génocide et améliorer la situation humanitaire à Gaza. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, est attendu ce jeudi en Égypte pour discuter d'une nouvelle trêve dans la bande. En dépit d'une situation humanitaire critique, des témoins ont fait état de frappes israéliennes à proximité de l'hôpital Nasr à Khan Younes, grande ville du sud du territoire où se cachent prétendument, selon Israël, des dirigeants locaux du Hamas. De son côté, l'ONU a fait état d'intenses bombardements à travers la bande, en particulier à Khan Younes, indiquant que 184 000 Palestiniens s'étaient inscrits pour demander une aide humanitaire après avoir été contraints de quitter la partie occidentale de la ville. La nuit a été particulièrement meurtrière. Un point de situation tout de suite avec Wissam Abou Zaid, journaliste palestinien, contacté par Karima Hasnaoui. Les bombardements sionistes se poursuivent toujours. Il y a eu l'extraction des décombres des corps de plus de 20 Palestiniens martyrs après le retrait de l'occupant sioniste des quartiers ouest de Khan Younes. Plus de 10 Palestiniens sont tombés en martyrs suite à un bombardement qui est en cours au camp de réfugiés El Nusayrat au centre de la bande. Sur les toits des grands buildings toujours intacts, des snipers israéliens sont positionnés et prennent pour cible les Palestiniens de la ville de Gaza. Des dizaines de martyrs arrivent depuis ce matin au complexe médical El-Shifa qui ne fonctionne qu'à seulement 10% de ses capacités en raison de sa destruction par les forces d'occupation durant la dernière invasion terrestre.
Le président du Conseil de la souveraineté de la République du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré mercredi qu'aucun processus politique ne pourrait avoir lieu au Soudan avant de mettre fin à la rébellion. Al-Burhan, commandant général des forces armées soudanaises, a tenu ses propos en s'adressant aux officiers et soldats dans une base militaire. Il a exprimé la détermination de l'armée à mettre fin à cette rébellion et à permettre à la population de retourner chez elle, ajoutant que des signes de victoire émergeaient. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, Staffan de Mistura, est depuis hier à Pretoria. Il prend part aux réunions sur la question sahraoui. De Mistura s'est déjà réuni avec la vice-ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud. D'autres réunions sont également prévues. Ce déplacement est une première pour le responsable onusien. Éclairage de Lekhalm El-Aini, ambassadeur et vice-représentant permanent du Sahara occidental à l'Union africaine. Il est contacté par Karima Hasnaoui. C'est en effet une première, mais il entre dans le cadre de l'engagement sud-africain envers le soutien des efforts de l'ONU visant à trouver une solution au conflit dans le cadre de la Ligue internationale, mais aussi dans le cadre des efforts de ce grand pays africain qui a toujours soutenu le droit de tous les peuples à l'autodétermination et la liberté, notamment le peuple sahraoui et palestinien. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, a reçu aujourd'hui son homologue italien, Matteo Piantedosi. Les deux responsables ont naturellement évoqué la question de la migration clandestine. Je vous propose d'écouter dans un premier temps le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad. L'Italie étant la porte de l'Europe en quelque sorte, l'Algérie la porte de l'Afrique. Il est tout à fait normal que l'on se rencontre pour renforcer les liens d'amitié qui ont toujours existé entre les deux pays. Il est tout à fait normal que compte tenu un petit peu de la problématique, la migration clandestine, des réseaux criminels, qu'on se saisisse de la question, qu'on agisse à partir de l'Algérie. Aujourd'hui, nous sommes à 0 migrants vers l'Italie. Nos frontières étant aujourd'hui hermétiquement fermées au sud, compte tenu un petit peu de ce qui se passe au niveau de ces pays. Disons, le problème pourrait nous venir de nos frontières est. Là, il y a à renforcer davantage notre présence et à faire en sorte qu'il n'y ait pas donc de gens qui peut-être à vouloir migrer là-bas, qu'il n'est pas question qu'ils utilisent comme plateforme l'Algérie. Nous sommes là, nous veillons à ce que nos frontières soient bien préservées. Il y a eu donc quasiment un accord tout à fait nouveau. Celui de 99, il est caduc pratiquement. Il est dépassé par le temps. L'Italie, qui considère l'Algérie comme un partenaire incontournable dans la région méditerranéenne, a souligné pour sa part le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi. Nous avons conclu un accord d'une importance capitale. Mais ce qui importe le plus, c'est ce qui viendra après cet accord, car il s'inscrit dans le cadre d'une grande coopération entre les services de sécurité des deux pays. Cette coopération est efficace, car elle aidera à faire face et à combattre les phénomènes criminels graves, tels que la cybercriminalité, le trafic humain et d'autres crimes dangereux qui menacent nos sociétés. L'Italie considère l'Algérie comme un partenaire incontournable dans toutes les questions stratégiques qui concernent la région méditerranéenne. Et nous avons convenu de travailler ensemble sur ce point dans le futur. Les deux ministres de l'Intérieur étaient au micro de Sofia Boukarcha. En réunion du gouvernement, l'exécutif a examiné hier les préparatifs liés au mois de Ramadan, les mesures de solidarité nationale, la régulation du marché et la disponibilité des produits de large consommation. L'exécutif s'est également penché sur la stratégie nationale de production et de stockage du carburant. Ce dossier fait suite à l'instruction du président de la République lors du dernier Conseil des ministres, celle d'accélérer la réalisation de la raffinerie de Hassim Saoud. Énergie toujours, l'Algérie est classée deuxième pays exportateur de gaz naturel vers l'Union européenne en 2023. Selon le rapport mensuel du Forum des pays exportateurs de gaz, en 2023, l'Algérie a fourni 19% du gaz naturel à l'Union européenne. Dans la perspective justement de la tenue du Forum international des pays exportateurs de gaz, on s'attarde ce midi sur le projet Ingaz Salah, né en 2024 d'un partenariat entre Sonatrach, Eni et Equinor. Insalah Gaz peut atteindre aujourd'hui une capacité de production de 9 milliards de mètres cubes par an. Sami Aloun.
Assurer la sécurité énergétique du pays, la mission principale fixée par Sonatrach qui vise tout d'abord à satisfaire le marché national en produits et ressources énergétiques, en plus d'être un fournisseur fiable sur les marchés internationaux. Mohamed Charef, président de Insalah Gaz. Insalah Gaz est une association entre Sonatrach, Eni et Equinor. Le projet a été démarré en 2004 avec 3 installations, 3 champs. Première phase, la phase du Nord, avec une production de 9 milliards de mètres cubes par an. Et aujourd'hui, on est à 5,5 milliards de production de gaz. C'est à Khelishba que l'on se retrouve à l'intérieur d'un centre de traitement de gaz afin d'obtenir un produit de qualité qui répond aux normes internationales. Ben Aslam Miloud, directeur des opérations à Insalah Gaz. Le CPF a pour but de traiter le gaz en provenance des champs de Hassimoumen, de Reg, de Teg et de Khelishba Field. Le gaz sera acheminé via un pipeline directement vers la station de Hassermal. C'est un champ appartient à Insalah Gaz pour comprimer le gaz et l'exporter vers le centre national de dispatching de gaz au niveau de Hassermal. L'important c'est donner au strict respect des normes de sécurité pour suivre le même rythme de production avec un geste pour l'environnement tout en veillant à la sécurité énergétique du pays. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arka, participe aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 52e réunion du comité ministériel de suivi OPEP non-OPEP. Les prix du Brent se maintiennent au-dessus des $81 le baril malgré une légère baisse. 2 personnes ont perdu la vie dans un terrible accident de la route survenu ce matin sur l'autoroute Est-Ouest à Ain Sultan dans la wilaya de Ain Defla. Il s'agit d'un carambolage entre 3 camions et un véhicule léger ayant provoqué un incendie. On compte également 2 blessés dans cet accident. Ils sont tous les 2 âgés de 23 et 37 ans. À Msila, cette fois-ci, 3 personnes ont également trouvé la mort dans un accident survenu dans la commune de Oulet Selmen, indique la protection civile. L'accident est dû à une collision entre un véhicule léger et un camion survenu hier soir sur la RN 46. Le ministre de la Santé préside aujourd'hui l'ouverture des travaux de la journée consacrée au lancement du guide de prise en charge de l'obésité. Selon le professeur Amart Baybia, président de l'Association nationale pour la lutte contre l'obésité, l'Algérie pourrait se classer parmi les 20 pays les plus touchés par l'obésité en 2030. Les Algériens font-ils attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils mettent dans leur assiette? C'est le reportage que nous propose ce midi Ismaël Mouni. L'obésité est un problème majeur de santé publique. Elle est associée à d'autres maladies, le diabète de type 2, les maladies cardiaques. Elle peut également réduire la qualité de vie d'une personne. Les Algériens font-ils des choix alimentaires plus sains pour éviter le danger de l'obésité? Nous avons rencontré ce matin à Alger Centre Naziha et Ayman. Ils font très attention à ce qu'ils consomment et ils ont un régime alimentaire strict. Je fais très attention à mon régime alimentaire puisque je suis malade. Ce que je dois éviter, c'est beaucoup le sucre, le pain blanc, les boissons gazeuses. Ça, c'est à bannir de mon quotidien. Je mange à mon aise. Je fais attention quand même. De temps en temps, je me prive carrément. Cette irrégularité me permet d'avoir une ligne qui ne bouge pas. Il faut faire attention. Hayati, Salim et Jazia ne contrôlent pas du tout le régime alimentaire. Je mange chaque jour des chocolats, des sucreries, c'est la même chose. Bon, j'ai un système digestif qui est comme ça. J'ai pas besoin de régime. Je ne fais pas attention à l'obésité. Je mange tout le temps, je ne contrôle pas mes repas. Non. Bon, je mange de tout. Personnellement, je ne fais pas attention. Donc, même en ligne, je fais dans l'école sans faire attention, sans réfléchir même pas s'il est bien ou pas. L'obésité peut avoir de graves conséquences sur la santé de l'individu. Un régime alimentaire s'impose pour éviter les risques des maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et certains types de cancers qui peuvent être engendrés par l'obésité. Tout autre chose à présent, nous sommes à la veille de la journée mondiale des zones humides. Cette journée renvoie à la signature de la Convention de Ramsar par 157 pays en 1971. Les zones humides sont un espace de la biodiversité biologique. 40% des espèces animales et végétales en dépendent. Illustration aujourd'hui avec Nasser Benissam à Oum-le-Boueki. La wilaya de Oum-le-Boueki compte 11 zones humides naturelles dont 8 classées Ramsar. 5 en 2004 et que sont Gar'at, Onq, Jmel et Gar'at el-Maghsel dans la commune de Bouhrara Saoudi, Gar'at Gillif et Gar'at Tarf dans la commune de Ain Zitoun et Chottin Silt dans la commune d'Oulad Zouaï. 3 en 2009 que sont Sabkht Zmoul, commune d'Oulad Zouaï et d'Al-Harmliya, Gar'at Timr Ganin, commune de Ain Zitoun et Lac Boulhilet, commune de Bouhrara Saoudi. Les 3 non classés sont Ougla Touela, Zahar
et El Mellah. Le recensement hivernal des oiseaux d'eau migrateurs effectué dans ces zones par la conservation des forêts de la wilaya entre le 15 et le 18 janvier dernier a donné 25 433 individus avec plus de 34 espèces. Les espèces dominantes sont le flamand rose et le tadorne de Belan. Plus de précisions avec M. Ammar Abdelraouf, conservateur principal des forêts, chef du service de la protection de la faune et de la flore à la conservation des forêts de la wilaya de Moulbouagui. Dans toutes les zones humides de notre wilaya, le taux de remplissage est plus de 70%. S'agissant des espèces d'oiseaux d'eau migrateurs, on a constaté la diminution du nombre de quelques espèces comme Tadorne Kazaka et la foulque Makrout. De Moulbouagui, Nasser Benessam pour Alger Chaîne 3. Les candidats au BEM et au bac session 2024 peuvent consulter et vérifier l'exactitude de leurs données saisies sur les deux sites de l'Office national des examens et concours qui seront ouverts ce jeudi et ce jusqu'au 15 février. En cas d'erreur, les candidats scolarisés sont tenus d'informer les directeurs des établissements avant le 15 février. Les candidats libres peuvent, eux, le signaler auprès de la direction de l'éducation au sein de laquelle ils se sont inscrits ou le centre de wilaya de l'enseignement et de la formation à distance auquel ils sont affiliés, cela avant le 19 février. Radio Culture souffle aujourd'hui sa 29e bougie. L'anniversaire a été célébré aujourd'hui au niveau de l'auditorium de la radio nationale. Je vous propose d'écouter Salah Sayoud, représentant du directeur général de la radio algérienne. À ce propos, il est au micro de Fatah Boumadi. Nous sommes très heureux de célébrer les 29 ans de la création de Radio Culture et aussi de l'amélioration de ces programmes. Une radio qui est devenue ouverte sur le monde. Il y a des conférences et des programmes spécialisés également qui œuvrent à la protection et à la valorisation de notre identité africaine. Radio Culture accorde aussi une grande importance aux nobles causes comme la cause palestinienne et à cette occasion, le directeur général de la radio algérienne, M. Mohamed Baghali, a donné des orientations afin de produire ici même à la radio une chanson en hommage. Et on arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonsoir Siam. Bonjour. Bonjour Siam. Il est que 12h48 Ali Hamouche. On va parler des quarts de finale de la CAN qui se joue demain. Absolument. Après avoir observé un arrêt suite au 8e de finale, il y aura 2 matchs des quarts de finale pour demain. À 18h, il y aura ce match entre l'Angola et le Nigeria. Le Nigeria, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, qui affrontera l'Angola, donc qui n'a jamais remporté le trophée. Alors qu'à 21h, la République démocratique du Congo, 2 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, qui affrontera cette surprenante équipe de la Guinée. Et la particularité de cette rencontre, même si l'Algérie a quitté la compétition, l'Algérie sera représentée par son arbitre Mostafa Ghorbal, qui a été désigné pour diriger ce choc entre la Guinée et la République démocratique du Congo. Mostafa Ghorbal qui a dirigé déjà une rencontre lors de la phase de groupe, c'était le choc entre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et les 32e de finale de la Coupe d'Algérie qu'on entame demain également. Il y aura 16 matchs au programme demain des 32e de finale de la Coupe d'Algérie avec des rencontres intéressantes à suivre. Une seule rencontre mettra aux prises 2 clubs de Ligue 1. Il s'agit de l'US Souf qui accueillera l'Étoile sportif de Ben Aknoun. Le tenant du titre, l'ASO Chlef, se déplacera à Barika pour affronter l'équipe locale, l'Abi Barika, alors que le champion d'hiver, le leader de la Ligue 1, le Mouloudia d'Alger, qui se déplacera à Mila pour affronter le NRB Clermont. Merci à Hamouche. Ce journal a été réalisé par Amin Segni et Ahmed Natou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Samir qui était à la technique, Nesrine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Karima Benour pour la météo. Très bonne suite des programmes sur Alger Chaîne 3.